Alors, pour démarrer, donc moi, l'objectif, c'était que je puisse vous présenter un peu un cadrage introductif sur les enjeux biodiversité pour les entreprises. Avant toute chose, même si on entend de plus en plus parler de la biodiversité, ça devient un mot qui est rentré un peu dans le langage courant, on entend de plus en plus parler dans les médias. Je trouve ça toujours important de rappeler, quand on parle de biodiversité, de quoi on parle. Donc la biodiversité, c'est quoi ? C'est vrai qu'on a tendance à associer ça un peu à un catalogue d'espèces, mais en fait la biodiversité, c'est trois composants déjà. Donc la diversité des milieux, par exemple, vous voyez sur la photo des milieux montagneux, des milieux forestiers par exemple. C'est aussi la diversité des espèces. Alors ça paraît à tous plus évident, hein. C'est la différence entre vous, un ver de terre, une pomme, un champignon, mais aussi tous les micro-organismes qu'on peut retrouver, le plancton, etc. Mais c'est aussi la diversité génétique, c'est-à-dire au sein d'une même espèce, la diversité des individus. Donc là, vous le voyez par exemple pour la coccinelle, mais ça peut être la différence entre nous quatre, là, par exemple, sur scène. Et enfin, dernier élément et pas des moindres, la biodiversité, c'est aussi l'ensemble de toutes les interactions entre ces milieux, ces espèces et ces individus. C'est pour ça qu'on a souvent l'habitude d'utiliser un peu une métaphore que je trouve assez parlante, de parler du tissu vivant de la planète. Parce que si vous prenez un morceau de tissu, une maille de tissu, vous allez tirer un fil, il va peut-être rien se passer. Vous allez tirer un fil, ça va peut-être faire un énorme trou. De la même manière, vous coupez un fil, il ne se passe rien. Vous coupez un fil, ça se trouve, ça va créer un énorme trou dans le tissu. Donc, je trouve que c'est assez illustrant. C'est bien ce maillage, ce tissu vivant de la planète qui est important. C'est pour ça que parfois, certaines espèces, certains milieux peuvent paraître comme ça anodins, mais c'est bien l'ensemble de cette diversité-là sur laquelle, du coup, on repose. Alors aujourd'hui, la biodiversité est menacée. Je pense que vous êtes plutôt au fait de ces sujets-là. On parle de 6e extinction de masse, que ce soit au niveau de l'IPBES, qui est l'équivalent pour ceux qui connaissent le GIEC. Pour le climat, on a le GIEC de la biodiversité, c'est l'IPBES, une plateforme scientifique intergouvernementale qui a fait un constat aussi de 1 million d'espèces menacées d'extinction. Les ONG également, le WWF a publié le dernier indice Planète Vivante qui affiche un déclin de 68% de la population de vertébrés. Donc le constat est alarmant. Aujourd'hui, du coup, un agenda mondial se structure. Comme je vous le disais, 2019, on a le rapport de l'IPBES qui pose vraiment l'état, le constat de l'érosion de la biodiversité. En 2021, vous avez dû en entendre parler, la France a accueilli le Congrès mondial de la nature à Marseille, où là, c'était plutôt les parties prenantes, les experts qui se réunissaient pour faire des propositions face à ce constat, cet état des lieux dressé par l'IPBES, qui doit... et donc, l'étape qui est actuellement en cours, donc avec les enjeux sanitaires, ça a pris un petit peu de retard puisque la réunion entre États n'a pas pu encore avoir lieu. L'objet est bien de fixer un cadre mondial à 2030. Donc, on parle de COP climat, mais il y a aussi des COP biodiversité, parce que COP, ça veut tout simplement dire Conference of the Parties. Donc, en fait, toute convention a des COP. Alors, on n'en est qu'à la 15 pour la biodiversité parce que les COP ont lieu tous les 2 ans, alors que pour le climat, c'est tous les ans. Voilà, et donc c'est ce cadre mondial pour la biodiversité qui va fixer les objectifs à 2030, qui est en partie déjà publié. C'est traduit en France déjà en mars dernier par un premier volet de la stratégie nationale pour la biodiversité. Donc face à ces enjeux, on a bien un cadre mondial et national qui se structure, et bien évidemment les ODD, Objectifs Développement Durable, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, dont 2 sont dédiés à la biodiversité, un sur la vie aquatique et l'autre sur la vie terrestre. En quoi les entreprises sont-elles concernées ? Une fois qu'on a dit tout ça, on peut peut-être être touché en tant qu'individu parce qu'on se sent faire partie de ce vivant, en tout cas je l'espère, mais par rapport à moi, mes activités, comment je suis concernée ? Les entreprises sont concernées puisque la biodiversité, en réalité, est partout. La biodiversité, je vous le disais tout à l'heure, des espèces, des milieux, mais derrière, en fait, tout ce fonctionnement des écosystèmes, nous, les hommes, nos activités humaines, on en tire ce qu'on appelle des services écosystémiques qu'on a regroupés en 3 grandes catégories. Alors, il y a un petit souci d'affichage, mais peu importe. Des services culturels, donc tout ce qui va concerner l'inspiration, le biomimétisme, hein, on peut aussi en parler, tout ce qui est aussi expérience physique, de bien-être dans la nature, des enjeux aussi de santé. Les services de régulation, donc là on parle de pollinisation. Un certain nombre d'entre vous, je pense, sont au courant que sans pollinisation, la production agricole devient très compliquée, mais aussi la régulation de la qualité de l'air, par exemple, du climat. Donc un bon fonctionnement des écosystèmes nous permet
du coup, tous ces services de régulation. Et enfin, le dernier, qui nous paraît peut-être plus évident en tant qu'acteur économique, en tout cas, c'est les services d'approvisionnement, donc tout ce qui concerne l'énergie, l'alimentation, les matériaux, les ressources et matières premières. Donc toute entreprise, finalement, dépend directement ou indirectement de la biodiversité. Alors, toute entreprise dépend de la biodiversité et en même temps, le rapport de l'IPBES, dont je vous parlais tout à l'heure, a mis en avant que c'était bien les activités humaines qui étaient en cause dans l'érosion de la biodiversité et a identifié ces grandes causes, 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité par ordre d'importance, qu'on appelle donc les facteurs d'érosion de la biodiversité. On retrouve là le changement d'usage des terres et des mers, donc c'est tous les enjeux qui vont concerner par exemple l'artificialisation des sols, le développement urbain, la fragmentation des milieux naturels par exemple. En deuxième, on a l'exploitation des ressources naturelles, ou devrais-je dire la surexploitation des ressources naturelles, c'est-à-dire qu'on va prélever dans le milieu une ressource plus rapidement, plus rapidement que le milieu a la capacité à la régénérer. Les changements climatiques. Le changement climatique est un des facteurs d'érosion de la biodiversité. Donc si vous agissez déjà sur le climat, vous êtes déjà attaqué à un enjeu, un facteur d'érosion de la biodiversité. Il en reste 4 autres, mais c'est déjà un démarrage. Les pollutions, évidemment. Alors ça parle un peu plus facilement au plus grand nombre. Et peut-être le dernier qui parle un peu moins, les espèces exotiques envahissantes. Donc là, on va penser par exemple aux frelons asiatiques ou d'autres espèces comme ça qui, du fait des déplacements de marchandises, par exemple, vont changer de territoire et finalement un peu prendre la place d'espèces indigènes. Donc les activités humaines sont sont directement à l'origine des facteurs d'érosion de la biodiversité et ont donc un impact sur elles et sur les services du coup qu'on en tire. Donc vous me voyez arriver, ça crée un peu une boucle d'interrelation, un cercle un petit peu vicieux, puisque si l'entreprise est à la fois dépendante d'écosystèmes qui fonctionnent bien et qu'en même temps elle est à l'origine en partie de son érosion, et tout ça est source d'un certain nombre de risques pour l'entreprise, mais aussi d'opportunités si du coup elle arrive à bien le gérer. Des exemples là de risques et opportunités, on peut parler par exemple de la hausse des prix. Alors c'est un sujet que le Covid a pas mal mis en avant, lié à des pénuries de matières premières issues du vivant. On peut imaginer qu'une fois qu'on n'a plus un écosystème dont on dépend pour produire la ressource dont nous on a besoin pour produire notre produit, par exemple, et derrière, ça va entraîner des coûts exorbitants et donc un grand risque pour l'entreprise qui aura intérêt à préserver aussi l'écosystème dont vient la ressource dont elle dépend, par exemple. Des coûts aussi de réparation et d'adaptation liés à cette réactivité, justement, face à la perte de certains de ces services. La question de perte de part de marché, hein, on a des cas dans certains secteurs, notamment je pense à l'agroalimentaire, de leaders, de marques sur certains domaines qui, suite du coup à la mise en avant médiatique des enjeux liés à l'huile de palme, à la déforestation, ont vu leur part de marché complètement réduite, alors qu'ils avaient un monopole, par exemple, sur ce marché-là. Et pareil, sur l'accès au financement, aujourd'hui, ils sont de plus en plus conditionnés à des critères environnementaux et maintenant biodiversité. Qui dit risque, dit gestion du risque, qui peut devenir aussi une opportunité. L'opportunité, donc, à l'inverse de se positionner, d'améliorer sa notoriété, mais aussi aujourd'hui de recruter des nouveaux. Les jeunes aujourd'hui, jeunes diplômés, ils ont envie de travailler aussi pour des entreprises qui ont des engagements sérieux et ils veulent donner du sens aussi à leur travail, mais aussi ça permet d'anticiper la réglementation. La réglementation en matière de biodiversité, elle augmente. Plus on se positionne tôt, plus finalement derrière, du coup, on pourra être en pointe. Et l'innovation, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que je pense que ça va être discuté tout à l'heure en lien avec le biomimétisme et les solutions fondées sur la nature. Donc, le programme Entreprises engagées pour la nature, c'est le volet Agir, maintenant que je vous ai posé un petit peu les enjeux, et qui me permet de vous expliquer, maintenant que vous savez ce que c'est la biodiversité, ce qu'est l'Office français de la biodiversité. Donc, on est un peu l'équivalent de l'ADEME, mais pour la biodiversité, sauf qu'on est tout jeune, puisqu'on a été créé au 1er janvier 2020, même si on a une histoire quand même un peu plus longue, puisqu'on est issu de la fusion d'établissements préexistants.
On a 3 grandes missions. La connaissance et l'expertise, la police de l'environnement et la mobilisation de la société, ce qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui. Donc à la différence de l'ADEME, côté OFB, une grande partie des missions et des agents qui sont déployés dans toute la France, en direction régionale, en services départementaux, sont des agents territoriaux, font partie de la police de l'environnement, parce que oui, la police de l'environnement existe, parce que souvent on n'est pas toujours au courant, et qui veille au respect de la réglementation en matière d'eau et de biodiversité sur le terrain. Donc on porte un programme dans le cadre de la mobilisation de la société qui s'appelle Engagés pour la nature, qui est une initiative du ministère de l'écologie et qui vise en fait à faire émerger en nombre des engagements volontaires de la part des acteurs sur la biodiversité, de les reconnaître et ensuite derrière de pouvoir animer des communautés d'acteurs et de pratiques sur ce sujet-là. Ça se décline pour les entreprises, pour les territoires et pour les partenaires, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent se faire le relais de cette mobilisation auprès des entreprises et des territoires. Entreprises engagées pour la nature, ça s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. À quoi ça sert finalement pour une entreprise? Ça permet un peu de structurer sa démarche, c'est-à-dire qu'on offre une méthodologie qui est accessible, puisque l'idée c'est vraiment de valoriser des démarches de progrès, donc chacun part d'où il est et fait, on va dire, le premier pas. L'idée, c'est qu'après, il fasse le suivant, puis le suivant, puis le suivant. Voilà, sur la biodiversité, c'est moins clair pour les entreprises que pour le climat. Il y avait ce besoin de se dire, bon, comment je structure ma démarche, par où je commence? Donc, on propose une méthodologie. Derrière, l'action est incitée aussi par le fait de faire reconnaître ces actions. Des fois, ça peut être porteur en interne. Hein, si on est dans une direction RSE ou si on veut porter un projet biodiversité en interne, le fait de le faire reconnaître après par des instances publiques, ça permet aussi de faire endosser ces messages-là aussi par les instances dirigeantes, de sensibiliser et mobiliser, que ce soit les clients, les salariés et les actionnaires, puisqu'on sait on a vraiment les retours là-dessus. Les projets biodiversité en entreprise, ils sont très fédérateurs. Et donc les entreprises qui rejoignent l'initiative ont après accès à des outils, une visibilité, mais aussi, et surtout, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est des communautés d'acteurs et de pratiques, donc à travers le club des engagés, des échanges entre entreprises, entre pairs, mais aussi avec la communauté des territoires engagés pour la nature et des partenaires engagés pour la nature. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette démarche qui, finalement, est aussi multi-acteurs. On va essayer avec la musique. Oui, on est désolé, il y a effectivement la Biennale est axée aussi sur la relation avec l'Afrique et on a des tam-tams qui sont pas loin là. Et donc, on va tâcher de continuer. Mais enfin, s'il y a un bruit de fond, voilà. Pour ceux qui sont à distance. Voilà, c'est ceux qui sont à distance doivent savoir pourquoi il y a un peu un bruit de fond. Merci. Alors ça, c'est les différentes étapes du programme. Alors ça va être illustré tout à l'heure par Enedis, donc je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails. Enedis, qui est une entreprise engagée pour la nature qui a rejoint le programme presque à ses débuts. 3 étapes pour s'inscrire dans cette démarche. La première, c'est l'adhésion. On signe les 10 principes communs Act for Nature. Ensuite, l'entreprise dispose donc d'1 an. Je précise que cette signature des 10 principes communs, il faut qu'elle soit faite par le dirigeant. C'est très important pour nous parce que c'est parce que l'engagement vient du plus haut niveau de l'entreprise que derrière on a la garantie que les moyens et la mise en œuvre pourra être faite. Donc on signe les 10 principes communs, on dispose d'1 an ensuite pour déposer un plan d'action SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, additionnel, réaliste et temporellement encadré. Je donne beaucoup d'informations, mais vous aurez peut-être accès aussi au PowerPoint après. Pour nous, un plan d'action, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, on s'adresse aux entreprises, quelle que soit leur taille. Donc, on ne va pas demander à une petite PME ou à une très grosse entreprise d'avoir le même nombre ou le même volume d'actions. Donc, l'exigence minimale, c'est au moins 2 actions, dont une en lien avec le cœur de métier. Et ça, c'est fondamental pour nous, parce que l'idée, c'est d'interroger le cœur de métier. C'est très important pour nous aussi d'avoir des actions complémentaires de mécénat, par exemple, ou d'accueil de la biodiversité sur les sites des bureaux, par exemple, mais on a envie qu'il y ait le cœur de métier qui soit interrogé aussi dans la démarche. C'est très important pour nous si on veut relever les défis que je vous présentais en démarrage. Enfin, 3e étape, à 2 ans, et tous les 2 ans, en fonction de la durée de votre engagement, la reconnaissance, c'est-à-dire vous réalisez un bilan qui est évalué, vous accédez à un des 3 niveaux de reconnaissance avec cette idée d'être dans une démarche d'amélioration continue, de déposer un nouvel engagement et puis petit à petit de passer d'1 étoile à 2 étoiles à 3 étoiles en fonction de la réalisation.
Je pense que j'ai pris pas mal de temps, mais je vais essayer d'aller vite. Non, c'est bon, on est bon sur le thème. Ça, c'est juste pour vous illustrer, parce que c'est vrai, quand on pense biodiversité entreprise, on se dit, bon, bah, du coup, comment je vais accueillir la biodiversité sur mon site, ou je vais me dire, bon, bah, moi, je suis à la Défense, dans une entreprise de service, je vois pas vraiment le lien que je peux avoir avec la biodiversité. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir cette approche un peu de responsabilité élargie et de se dire, non, en fait, j'interroge ce sujet de la biodiversité, cette contribution potentielle de mes activités aux 5 facteurs d'érosion de la biodiversité, tout au long de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval. Donc ça veut dire me dire comment j'intègre la biodiversité dans ma relation avec les fournisseurs, par exemple, in situ aussi, bien évidemment, dans les processus d'exploitation, sur la gestion du foncier ou des sites, ou notamment quand on a des acteurs qui ont un grand parc foncier, et ben ça peut vraiment avoir un effet très fort, notamment sur les continuités écologiques, etc. Et l'aval, c'est-à-dire fin de vie du produit, relation client, relation utilisateur, voire même développement d'offres de produits et de services un peu dédiés qui vont faire évoluer après les pratiques derrière des utilisateurs ou des clients. Donc vous voyez, la biodiversité, c'est pas uniquement une histoire de mettre une ruche. D'ailleurs, très mauvaise idée de mettre des ruches sur les toits des entreprises, mais bien interroger comment la chaîne de valeur, mon cycle de vie de produit, contribue à ces 5 facteurs d'érosion de la biodiversité et comment j'en réduis cette contribution. Voilà, aujourd'hui, on a 175 entreprises qui ont adhéré au programme, 77 qui sont engagées. Vous voyez là un peu le panel des logos qui vous montre à la fois la diversité de secteurs d'activité et de taille d'entreprise qu'on peut avoir, que du tourisme à l'énergie, en passant par la construction, les services de l'eau, l'agroalimentaire, etc., etc. Alors, 2 rendez-vous incontournables pour les entreprises qui veulent agir pour le vivant. J'étais obligée quand même d'en parler. C'est que la semaine prochaine, on lance un MOOC Entreprises et biodiversité. Ce sera un MOOC gratuit à destination des TPE, PME et ETI. C'est la LPO qui porte ça en partenariat avec l'Office français de la biodiversité et le MEDEF pour donc se former sur les actions à mettre en place au sein d'une entreprise en faveur de la biodiversité. Et enfin, on vous donne tous rendez-vous le 13 et 14 octobre à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour le Forum Biodiversité Économique qui s'adresse aux entreprises et tout l'écosystème des acteurs qui les accompagnent pour parler engagement biodiversité, démarches, outils, etc., etc. Merci beaucoup. Et biomimétisme. Oui, très bien. Mais merci beaucoup de cette introduction bien précise, détaillée et brillante. Bravo, bravo. C'était très, très clair. Je vais tout de suite céder la parole donc, à Augustin, donc Montoussy du Lyon, qui lui va apporter le témoignage de l'entreprise engagée. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une petite introduction, puis je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est que votre souhait, c'est effectivement que ce soit lié au cœur de métier. Et donc, le cœur de métier d'Enedis, un rappel pour certains, vous m'en excuserez, c'est bien illustré par ces petits pictogrammes, et notamment le 1 400 000 km de lignes enterrées pour moitié, mais pour le reste aérienne. Et donc, le cœur de métier d'Enedis, c'est exploiter, développer, moderniser un réseau de distribution au public, finalement, qui va alimenter l'ensemble des points de livraison, comme on les appelle, sur 95% du territoire français. On a fait figurer une petite éolienne parce que nous n'exploitons ni n'installons d'éoliennes, mais on raccorde le gros des énergies renouvelables. Donc c'est par ce biais-là qu'on voit que le réseau de distribution est bien le point de rencontre et le support de la transition énergétique, mais qui devient aussi un peu écologique d'une certaine façon, d'où les liens entre l'économie et la nature en définitive. Donc là, 95% des énergies renouvelables sont raccordées sur le réseau de distribution et les nouveaux usages tels que la mobilité électrique le sont aussi. Donc le réseau est bien le point de jonction entre ces nouvelles énergies et ces nouveaux usages. La mission d'Enedis, je l'ai déjà mentionné, c'est effectivement raccorder, effectuer le comptage
Donc le comptage, il y a de nouvelles applications, notamment pour certifier qu'un producteur qui vous vend, un commercialisateur qui vous vend une énergie dite renouvelable, elle est certifiée comme provenant effectivement d'un champ photovoltaïque ou d'une production biomasse qui est peut-être à l'autre bout de l'hexagone. Et ça, c'est évidemment la numérisation du réseau, qui là aussi s'appelle SMART, comme les objectifs assignés aux entreprises engagées pour la nature. Donc c'est la numérisation du réseau qui se fait notamment grâce au compteur Linky. Alors, cette planche pour illustrer aussi la notion d'écosystème. Vous avez parlé de biodiversité, mais le travail avec les parties prenantes, et vous verrez que l'écosystème et les parties prenantes d'Enedis, finalement, sont extrêmement importantes, puisqu'il y a tous les clients, mais il y a aussi les fournisseurs, les autorités, le système industriel au sens large, et d'où l'intérêt, effectivement, de faire le lien avec le pôle éco-conception, puisque cette notion d'éco-conception est finalement pas imposée, mais très vivement recommandée à nos fournisseurs. Et globalement, sur les 4,1 milliards d'investissements annuels, il y a évidemment une très forte part d'achat de matériel. D'où l'intérêt, effectivement, d'introduire cette notion d'éco-conception dans notre écosystème. Alors, la responsabilité sociale d'entreprise, c'est évidemment un thème à la mode, c'est totalement incontournable, pour différentes raisons, vous avez rappelé, madame. Et alors, deux illustrations. On n'a pas attendu d'être engagé pour la nature et de s'engager de cette façon pour être conscient du fait que les lignes présentaient des risques pour la faune, l'avifaune, hein, pour les oiseaux, soit par percussion, soit par électrocution. Et à la fois sur l'aspect image, et ça fait très longtemps qu'on a un partenariat avec la LPO, soit pour des raisons d'image, et puis aussi à l'interne, on va dire nos exploitants qui visitent les lignes, ils sont pour beaucoup sensibles lorsqu'ils trouvent effectivement un volatile, a fortiori d'espèces protégées, au pied d'une ligne. Donc rassurons-nous, ça existe de moins en moins, puisque nous installons, dans le cadre de notre partenariat avec la LPO, ces protections qui se traduisent même, qui finalement rendent le réseau totalement hospitalier pour, en l'occurrence, les cigognes. Autre illustration, et là qui est très locale, c'est l'innovation. C'est un facteur qui est extrêmement important en matière finalement, de lutte contre le réchauffement climatique, de protection à la diversité. En l'occurrence, là, dans la réserve naturelle des Gorges de la Loire, une solution innovante en partenariat avec la réserve de lutte contre une espèce invasive, l'acacia faux robinier, qui a tendance à pousser un petit peu sous les lignes, et plutôt que de le couper, on a, au moyen de saumure, finalement, d'eau salée, tout simplement, cherché à limiter sa prolifération. Alors, ça, on va dire, c'est à la fois un petit peu historique, et l'intérêt d'un engagement comme celui d'entreprises partenaires engagées pour la nature, c'est justement de structurer un peu la démarche. Vous l'avez très très bien présenté à travers des engagements, on va dire, communs qui relèvent finalement de la démarche qualité. On va observer, on va mesurer, on va rendre compte. Il y a évidemment l'engagement de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, d'où un engagement de les limiter, les réduire complètement à horizon 2050. Mais au-delà de ça, c'est de développer, de travailler sur les engagements spécifiques à l'entreprise. Alors, parmi ces engagements, il y en a au moins 10, je ne les ai plus tout à fait en tête, mais on va par exemple installer dans nos couches de cartographie, puisque tout le réseau est cartographié à différentes échelles, on va mettre en place toutes les zones des espaces naturels sensibles, les zones réserves naturelles, de façon à pouvoir anticiper les
autorisations nécessaires dans certains cas pour exploiter, pour réaliser des travaux, en particulier l'élagage. Donc ça, c'est un engagement qui a été pris et évidemment tenu parce que, vous l'avez sans doute indiqué ou implicitement, c'est qu'il y a un audit qui est réalisé au bout de 2 ans. Donc ça, je dirais, c'est vous nous faites confiance, mais l'audit nous permet évidemment de bien rester sur une trajectoire d'engagement et je crois que c'est aussi tout l'intérêt d'une démarche structurée. Parmi d'autres engagements, c'est échanger au sein d'un club, développer des programmes de recherche. En l'occurrence, il y a un club des infrastructures linéaires et la biodiversité. Donc on retrouve la SNCF, le transport, les réseaux télécoms, puisque nous avons des problématiques communes et relativement liées. L'engagement de développer aussi des solutions par la nature, c'est aussi un angle d'attaque et de travail extrêmement important. En l'occurrence, toujours pour revenir à cette problématique d'élagage dans des lignes aériennes en zone boisée, c'est de substituer aux couverts boisés des plantations arbustives à croissance lente et surtout très, très modérée, favorables à la biodiversité faune et flore, sous les lignes, en partenariat, c'est évidemment extrêmement important, avec le gestionnaire, avec de la réserve, avec les propriétaires et d'autres parties prenantes. On peut mentionner les chasseurs, par exemple, de façon à ne plus avoir à élaguer. Ça peut être aussi des pâturages, donc qui sont aussi intéressantes en termes de biodiversité, pourvu qu'on ne fauche pas, évidemment, de manière et qu'on laisse le bétail paître. Donc, un certain nombre d'actions que nous développons à travers ce partenariat et qui est donc une véritable opportunité, alors qui nous permet aussi de communiquer, mais je dirais que ce n'est pas là l'essentiel, parce qu'il y a un fort écho aussi à l'interne. Je crois que c'est un élément qui est maintenant très prégnant dans les entreprises, c'est cette appétence pour les candidats, appétence pour un travail qui a du sens, et en particulier travailler dans une entreprise qui est respectueuse, qui vit au quotidien sa responsabilité sociale et environnementale et qui mène des projets en lien avec son cœur de métier en faveur en particulier de la biodiversité. Et il y a un point qui aussi vous avez évoqué, c'est que quand on travaille pour la biodiversité, on va donc s'attacher à préserver des milieux naturels, humides ou forestiers, qui ont évidemment un pouvoir de captation et de retenue du carbone, du CO2. Donc la biodiversité, c'est aussi ce que nous avons très largement évoqué avec Saint-Étienne Métropole, territoire engagé pour la nature. Dans le cadre de son ambition et de sa stratégie biodiversité, c'est que la biodiversité n'est pas un luxe, c'est bien un patrimoine dont il faut s'occuper, voire même le développer, car on contribue ainsi au développement à la réduction plutôt des gaz à effet de serre et au développement du bien-être global. Très bien, merci beaucoup. Tu as évoqué la question de la nature au travail, si j'ose dire, et donc des services issus des écosystèmes et les solutions fondées sur la nature, plus précisément. Alors malheureusement, nous avions prévu au programme donc une intervention de l'UICN sur cette question-là, puisqu'ils ont développé un référentiel international sur les solutions fondées sur la nature. Malheureusement, au dernier moment, il n'a pas pu venir, donc on n'aura pas le temps de développer cette question. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez peut-être dire un mot ou deux sur cette question en improvisation, si j'ose dire, les solutions fondées sur la nature et l'intérêt, et puis après on passera à la suite. Oui, alors les solutions fondées sur la nature, l'idée c'est comment finalement on peut développer des solutions par et pour la biodiversité, c'est-à-dire s'inspirer en fait finalement du fonctionnement du vivant
comme offre, entre guillemets, alternative à des solutions dites grises. Par exemple, plutôt que d'augmenter la taille d'une digue, par exemple, pour éviter la montée des eaux, on va restaurer une zone humide qui va faire cet effet tampon. C'est l'exemple que vous disiez tout à l'heure, finalement, restaurer une forêt, restaurer un milieu humide, ça va permettre derrière de séquestrer du carbone. Donc les solutions fondées sur la nature, un grand nombre d'entre elles, on appelle ça les solutions d'adaptation fondées sur la nature, permettent finalement de se saisir des enjeux climat via la biodiversité. Ça, c'est quand même un point assez important des solutions fondées sur la nature, et permettre aussi de réduire du coup les émissions de CO2. Donc voilà, après je pense que ça rejoint aussi les sujets biomimétisme quand on parle de solutions fondées sur la nature. Là où je voulais juste souligner aussi quelque chose, c'est que si quasi 99,9% des solutions biodiversité vont être favorables au climat, les solutions climat ne sont pas toujours favorables à la biodiversité. C'est là où nous, on va inciter du coup à développer, à adresser les enjeux climat avec des solutions fondées sur la nature ou des solutions en tout cas favorables à la biodiversité. C'est important, je pense, de le souligner. Juste. Oui, d'ailleurs, à cet égard, la question du sol est une question importante et qui est quand même encore un peu souvent hors du champ. On a eu des discussions avec, effectivement, Métropole sur l'atlas de la biodiversité. La question du sol n'en fait pas partie. Or, c'est le sol vivant et la séquestration du carbone est quelque chose d'essentiel dans la régulation du climat et aussi, d'ailleurs, la rétention de l'eau, etc. Donc, on a des fonctionnalités. Et c'est un peu l'enjeu dont je parlais tout à l'heure des services écosystémiques. Finalement, utiliser les solutions fondées sur la nature, c'est utiliser les services que nous rend les écosystèmes en restaurant ces écosystèmes-là pour pouvoir après, derrière, en tirer une solution pour adresser un problème, qu'il soit climatique ou autre. Très bien, puis juste un exemple de solutions fondées sur la nature et justement la gestion des crues et de ces problèmes-là. On a à proximité l'écopôle du Forez, je ne sais pas si vous connaissez l'écopôle du Forez, donc qui est en fait un espace naturel qui a été créé par la FRAPNA, par Raymond Faure à l'époque était le président de la FRAPNA, et qui s'était inscrit à l'époque dans le débat sur l'équipement de la Loire, la Loire vivante, et donc mettre des barrages pour lutter contre les crues. Et donc là, c'était au contraire utiliser des zones de liberté, ne pas avoir besoin de mettre des digues qui, elles, accélèrent les impacts, enfin aggravent les impacts des crues. Au contraire, avoir un espace de liberté pour l'eau et en même temps, création d'un écosystème et donc d'une grande dynamique de biodiversité avec tout un aspect pédagogique. Donc on a là vraiment un cas où on a à la fois une solution fondée sur la nature pour gérer les crues, mais en même temps aussi création de valeurs pédagogiques, accueil de la faune, etc. Et donc voilà, c'est ce genre de sujet. Donc ils ne sont pas complètement nouveaux. Il y a eu des pionniers qui ont pensé, mais aujourd'hui ça se généralise à travers ces approches. Très bien, merci. Donc ça c'était la question comment la nature peut nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes à travers ces services. Alors maintenant, il y a l'autre versant et qui est celui du cycle de vie des produits et des services, et donc la prise en compte du cycle de vie et donc de l'impact sur la biodiversité, de la gestion de la biodiversité. Et donc pour ça, alors est-ce qu'elle est en ligne? Donc Magdalena Sirnek de Lettres, donc est consultante senior à ICAR Consult, et qui donc va nous parler d'un outil pour la gestion donc du cycle de vie de la biodiversité. Ok, donc Magdalena Sirnek-Delet, je suis chef de projet ACV et empreinte biodiversité chez ICAR. Je travaille notamment je travaille sur l'ACV et je travaille sur la stratégie biodiversité et tout ce qui est empreinte biodiversité. Donc, c'est des sujets qui sont en lien avec l'ACV. Donc j'ai un peu donc ce que j'ai souhaité présenter aujourd'hui, il y a l'introduction, mais je pense que la madame qui a présenté la première, vous avez déjà fait un peu le tour sur ces questions, donc je vais aller vite sur l'introduction. Ensuite, vous présenter un peu, balayer sur des méthodes d'empreinte qu'on utilise. Ensuite sur nos outils chez ICAR et sur en fonction du temps qui nous reste sur des cas d'études
En sachant que, bien sûr, je ne peux pas aller très dans les détails sur les cas d'études, voilà, parce que ce sont des études confidentielles. Euh, du coup, donc ça, vous avez un peu vu déjà. Donc, les entreprises entretiennent excuse-moi, ça s'est arrêté, je crois? Non. Oui, les entreprises, ils ont à la fois, on profite de ce qui nous donne la terre, donc pioche dans tous les services écosystémiques. Qu'est-ce que vous pouvez voir sur la gauche des images au milieu. Et bien sûr, ils ont aussi l'impact, la pression sur la biodiversité. Donc, peuvent aggraver ou au contraire essayer de minimiser leur impact sur la biodiversité. Donc, on a les différents services écosystémiques. Donc, on a, voilà, vous avez entendu tout à l'heure de parler des différents services écosystémiques sont utilisés par l'entreprise. L'entreprise participe à différentes pressions qui impactent sur la biodiversité. Donc, effectivement, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, on dit que l'entreprise dépend de biodiversité et ils ont à la fois l'impact sur elle. Et effectivement, les 5 pressions de IPBES, Intergovernmental Panel on Biodiversity and Economic Services, donc c'est l'équivalent des GIEC pour la biodiversité, qui recense les 5 la fragmentation des sols, par exemple la mise en place d'une ligne à grande vitesse va fragmenter l'habitat. On va avoir différentes perturbations qui vont entrer dedans, type perturbations sonores, lumineuses. Ensuite, on a la deuxième pression qui est sur l'exploitation de ressources biologiques, surtout liées à produits agroalimentaires. La troisième grande pression, c'est le changement climatique, donc l'impact du changement climatique sur la perte de biodiversité. Ensuite, pollution, donc dans les cas de nos produits et services, ce sera par exemple de différents rejets d'usines. Et ensuite, les espèces invasives, type frelons asiatiques, ou tout ce qui est le transport à longue distance, par exemple par un bateau, peut provoquer, avoir l'impact sur cette pression-là. Et du coup, encore avec IPBES a dit que les changements d'affectation des sols, donc ce qu'on appelle aussi land occupation et land transformation en ACV, donc changement d'affectation des sols et d'affectation de mer, donc l'impact sur la surface en l'eau, ce sont les pressions majeures. Donc, IPBES note que les autres pressions ont moins d'impact total sur la perte de biodiversité sur la Terre. Donc, voilà, le constat, c'est que les entreprises sont effectivement incitées, on voit ça nous, dans notre cabinet, de plus en plus, pour s'engager sur la diminution de leur impact sur la biodiversité. Donc, on peut avoir différentes approches pour y parvenir, donc qui peuvent être mises en place en parallèle, ou on peut faire un choix de commencer par exemple justement par tout ce qui est, on commence plutôt par tout ce qui est réglementaire, donc suivi de biodiversité locale, avec différentes actions réglementaires, éviter, réduire, compenser. Voilà, donc pour le climat, on va d'abord chercher à éviter de l'impact, par exemple éviter des transformations des zones sensibles. Ensuite, on va chercher à réduire notre impact. Donc, par exemple, de ne pas faire les travaux de nidification des oiseaux. Ensuite, dernière option, c'est compenser, par exemple, une restauration écologique d'un site. Ensuite, on peut avoir une approche qui est une approche plutôt
qualitatif, mais qui est déjà assez intéressant, où on cartographie les impacts, les interdépendances, on analyse les risques. Et la troisième approche, c'est l'approche sur laquelle on va en parler un peu plus aujourd'hui, c'est l'approche calculée, donc empreinte biodiversité. Et ensuite, la quatrième approche dans liste, c'est approche plus générale, stratégie et engagement global. Voilà, pour aller un peu plus sur les méthodes. Donc, pour calculer, en fait, calculer l'empreinte, c'est assez similaire à l'approche ACV. Donc, on a l'activité d'une entreprise avec voilà, différents flux, énergie, l'eau, substances chimiques avec des émissions. Et cette activité de l'entreprise exerce une pression sur l'habitat. Donc cette pression, c'est justement émettre les polluants, transformer les sols, comme dans cet exemple ici, occuper la terre. Donc on exerce pression sur l'habitat. Et ensuite, on a des fonctions de dommage, comme dans des méthodes ACV classiques, on a des facteurs de caractérisation qui sont calculés. Et ces facteurs de caractérisation, ensemble avec les données des flux, nous permettent de quantifier l'impact sur la biodiversité. Voilà. Effectivement, on veut faire, c'est connecter les données de terrain, donc les données écologiques, avec les indicateurs d'empreinte, de ne pas, voilà, de faire, de ne pas laisser côté voilà, cette approche locale site. Donc tout en bas, vous allez, voilà, si on regarde à l'échelle d'un site, on peut connaître très bien les impacts d'un site, d'une usine, voilà, son impact, occupation des sols, les espèces de faune et flore qui sont peut-être sur place, des différents types d'occupation des sols, des prairies, peut-être des boisements, voilà. Donc ça, on peut connaître assez bien, et ensuite on va pouvoir recenser, donc ça c'est pas vraiment mon travail, mais j'ai fait quand même un lien, recenser les différentes espèces, voilà, des espèces, des insectes, etc. Ensuite, quand on remonte, on va depuis observation et on observe l'impact vers plutôt modèle et pression. Donc là, on est vraiment au niveau, plus on va vers voilà, produits, ensuite entreprises et portefeuille des entreprises, puis on s'éloigne de cette approche très localisée avec l'observation de biodiversité locale. Et effectivement, voilà, donc on va avoir plus approche évaluation de biodiversité locale, et ensuite, plus on va vers le haut, on va se baser sur les modèles. Et notre enjeu, c'est de ne pas trop s'éloigner de ce qui se passe à l'échelle locale. Donc, il y a beaucoup de méthodes. Si vous allez essayer de vous renseigner, vous allez trouver un panoplie de méthodes. Donc, il existe nombreuses méthodes. Ce que je voudrais dire ici et ce qui est le plus important de tirer de cette slide, comprendre quelles sont les unités dans lesquelles on utilise pour exprimer l'impact sur la biodiversité. Donc, on va en parler. Il y en a typiquement, il y en a principalement deux unités qui sont utilisées. Et ensuite, inciter les acteurs à essayer de créer des outils plutôt sectoriels pour pouvoir calculer l'impact sur la biodiversité. Donc, effectivement, donc, on a deux grandes écoles et des cours de type
deux unités qu'on peut utiliser. Donc, l'unité PDF qui est Potential Disappeared Fraction of Species, comme vous voyez ici, et l'unité MSA qui est Mean Species Abundance. Et ces deux unités sont en fait un peu, non, même complètement, c'est le contraire parce que PDF, il est sur la perte des espèces et MSA, c'est sur l'abondance. Donc, déjà, voilà, Potential Disappeared Fraction of Species, c'est sur la richesse biodiversité, et Mean Species Abundance, c'est sur l'abondance. Mais ensuite, dans PDF, on est vraiment sur la perte, et dans abondance, on est plutôt sur la création. Là, donc c'est ce que je disais, on a beaucoup de méthodes qui existent. Donc, dans les travaux initiés par Commission européenne, Business for Biodiversity Platform, ils ont mené un projet sur 2 ans et ils ont recensé 19 outils, et dans les rapports que vous pouvez accéder, et ensuite vous pouvez aussi trouver ça en ligne, vous pouvez voilà, regarder les différentes méthodes décrites à travers les 6 critères. Donc, l'idée, c'est de permettre à chaque acteur, à chaque entreprise de choisir une méthode qui lui convient le mieux. Parce que, bien sûr, les méthodes sont très différentes entre elles. Donc, il y a des méthodes qui sont plutôt sur l'échelle entreprise. Il y a d'autres méthodes qui sont plutôt dans l'approche produit. Donc déjà, voilà ça. Il y a des méthodes qui permettent de calculer les impacts en euros, par exemple. Et il y a bien sûr des méthodes qui sont en calcul des impacts en unités de PDF, donc de perte d'espèces, ou en MSA. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille de regarder. Voilà, donc voilà, pour tout ce qui est nos outils. Donc vous allez retrouver l'échelle à gauche, donc avec tout en bas, plutôt voilà, échelle très locale, donc évaluation très locale de biodiversité, avec des inventaires des faune et flore, et voilà, calcul des indices locaux de biodiversité qui sont plutôt effectués par des écologues et des bureaux d'études spécialisés voilà, sur ces sujets. Et ensuite, vous avez donc empreinte biodiversité site, ensuite empreinte biodiversité produit, empreinte biodiversité entreprise qu'on appelle détaillée, où on peut avoir voilà, pas mal de données. Et ensuite, on peut aussi avoir un peu quick and dirty empreinte biodiversité modélisée, dans les cas où l'entreprise a très peu de données. Effectivement, ça dépend des besoins des clients. Est-ce que l'idée, c'est d'identifier juste les points chauds de l'impact et de se comparer avec les autres entreprises. Donc, ça peut être intéressant de faire dans un premier temps voilà, cette première étape. Donc, ça, c'est plutôt avec soit avec notre outil Corporate Biodiversity Footprint ou avec l'outil Global Biodiversity Score qui n'est pas le nôtre, qui est un outil développé par CDC Biodiversité. Donc, ces outils-là sont un peu similaires. On peut aller un peu plus loin, effectivement, si on a plus de données de l'entreprise sur chaque de ces activités. On peut déjà faire quelque chose beaucoup plus fine. Ensuite, dès qu'on fait l'empreinte biodiversité produit ou site, donc au niveau de l'usine, des sites de production ou d'autres, donc on va être plus sur valoriser déjà les actions, les pratiques qui, voilà, l'acteur, l'entreprise pense sont bons pour la biodiversité, donc de les valoriser, mais aussi d'apprendre est-ce que ça a des sens ou pas par rapport à son impact total. Donc ça peut être fait au niveau du produit.
sur certaines étapes des cycles de vie qui sont les plus impactants, ou ça peut être fait au niveau de sites, donc en incluant les plans d'action de biodiversité et sur voilà, l'étape, sur l'échelle site, on travaille toujours avec les écologues de l'entreprise voilà, pour comprendre bien leurs actions, leurs besoins et voilà, qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en place aussi. Voilà. Donc, vous avez probablement compris donc, qu'est-ce qui est important dans l'approche. Voilà, donc l'approche empreinte biodiversité, c'est de faire travailler à la fois les acteurs, les experts ACV et les experts biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en créant cet outil, cette méthode Product Biodiversity Footprint, qui a été créée en 2017. On a dès le départ travaillé avec des experts écologues et des experts ACV. À l'heure actuelle, et c'est toujours en développement, donc la méthode n'est pas arrêtée, elle se développe toujours avec les nouveaux clients, puisque la méthode comment dire, c'est une méthode plutôt sectorielle, donc il faut à chaque fois qu'on travaille pour un nouveau produit ou un nouveau secteur, ça nous demande bien sûr un peu plus de travail et on travaille vraiment avec les clients pour bien prendre en compte voilà, les travaux des écologues aussi. Et à l'heure actuelle, on a, donc vous retrouvez ici les 5 grandes pressions sur la biodiversité recensées par l'IPBES. Ensuite, les sous-pressions qui rentrent dans chacune des grandes pressions. Donc, par exemple, dégradation des habitats, donc on a à la fois transformation des sols, donc l'effet de transformer d'une prairie en culture, par exemple, mais aussi l'occupation des sols, dans le fait de l'occuper 1 mètre carré pendant 1 an avec différents voilà, impacts qui sont liés. Donc, le fait d'empêcher la biodiversité de revenir sur ces liens-là. Donc, on va avoir aussi voilà, tout ce qui est lié à l'eau, donc les stress hydriques. Voilà, donc changement climatique, on est toujours sur l'impact des changements climatiques sur la biodiversité. Sur les pollutions, on va avoir différents, un peu, ça reprend bien sûr l'approche ACV, donc on va retrouver les mêmes catégories, on va retrouver les catégories d'impact qu'on a dans des méthodes classiques, ACV, type F3 ou RECIPE ou d'autres. Et à la fin, on a des catégories, donc deux pressions qui sont pas étudiées avec l'approche ACV. On a des approches qualitatives pour les évaluer. Voilà, donc on va avoir, pour un cas d'étude, on va toujours regarder deux options. On va toujours être sur un produit éco-conçu ou amélioré, ou un site de l'année N et un site dans 5 ans avec différentes actions pour biodiversité mises en place. Donc, on est toujours sur comparer. On ne va pas regarder beaucoup les valeurs en absolu parce qu'on essaie de ne pas se comparer avec produits qui n'ont rien à voir avec les nôtres et les sites voilà, qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc, on va toujours regarder, on va toujours faire des comparaisons. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, on va utiliser voilà, les bases de données, bien sûr. On va utiliser les bases de données classiques ACV type EcoInvent, Agribalis ou d'autres bases de données. On se base sur la méthode Health Impact, qui est la méthode de caractérisation de l'impact sur la biodiversité. Ensuite, on va affiner cette méthode avec des données avec la spatialisation et aussi avec des pratiques spécifiques mises en place soit sur les sites
Donc, différentes pratiques qui peuvent être mises en place, par exemple, plan zéro phyto ou mise en place ou conversion d'un terrain en terrain plus naturel, donc laisser en fait de revenir à l'état naturel. Ça, on peut aussi prendre en compte. Mais on va aussi prendre en compte d'autres types de pratiques. Par exemple, on va voir ça dans un des études des cas. Si on a des ingrédients pour cosmétiques, agroalimentaires qui qui ont des phases agricoles, voilà, avec l'impact important. Soit les clients ont déjà réfléchi là-dessus, soit nous, on va réfléchir avec lui sur comment diminuer leur impact. Donc, par exemple, chercher des partenariats avec des agriculteurs locaux ou voilà, de convertir en culture organique, en bio. Donc, ce type de pratiques peuvent être prises en compte via la méthode PBF. Et au dernier, voilà, les deux pressions qui sont évaluées plutôt de manière qualitative. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit au départ, que c'est toujours une comparaison, on compare une référence avec un variant. Deuxième point, on est sur 5 pressions et dans chaque pression, on va diviser en sous-pressions. Et ensuite, on va avoir ce type de résultats, ce type de présentation de résultats. On va pouvoir regarder que notre produit A, il est meilleur, il exerce moins d'impact sur cette pression, mais peut-être il exerce plus d'impact sur d'autres pressions. Et du coup, nous, dans notre approche PBF, on est plutôt sur l'impact en PDF, donc Potential Disappeared Fraction of Species. Et je voudrais juste voir si j'ai encore du temps, parce que je vois que le temps passe. Oui, je ne sais pas si je peux continuer encore. Raccourcissez vos conclusions, mais voilà, on va vous laisser conclure. Mais juste, voilà, donc c'est ce que je disais, quand, par exemple, donc ça c'était un de notre premier client qui travaillait avec nous sur l'amélioration de l'impact des produits cosmétiques. Donc il s'agissait vraiment de se concentrer sur la phase très amont, sur la phase agricole de certains ingrédients. Et L'Oréal particulièrement a mis en place de partenariat avec des agriculteurs sur place pour s'assurer voilà, qu'il y a moins, donc là dans ce cas il n'y avait pas de pesticides, donc il n'y a pas de pesticides, qu'il y a de moindre utilisation de fertilisants minéraux, etc. Donc ce type de pratiques on a pu inclure dans notre analyse pour avoir voilà, ce type de résultats. Voilà, avec certaines pressions ou lesquelles un nouveau produit variant est mieux. Donc, voilà, sur les espèces invasives, par exemple, la gestion des espèces, ou même sur le changement climatique, parce qu'il y avait moins de mécanisation aussi qui était dans les nouvelles pratiques mises en place. Mais sur certains d'autres, voilà, par exemple, occupation des sols, c'était plus grand parce que justement, ça tendait plus vers la culture bio et du coup, les rendements des produits agricoles étaient plus faibles par rapport à la référence. Donc, je vais passer vite. Effectivement, on a aussi développé cet outil pour les bâtiments. Donc, c'est voilà, bâtiment Building Biodiversity Footprint. Mais je vais passer effectivement en conclusion. Je pense que ce sera. Donc, c'est une méthode qui est basée sur l'approche ACV. Donc, c'est une approche scientifiquement assez solide. Donc, comme dans l'ACV, il nous permet d'identifier des impacts, des hotspots, de différentes solutions, produits ou sites. De suivre ensuite les progrès dans les temps aussi. On peut se projeter dans 5 ans, par exemple, et prendre en compte des plans biodiversité que l'entreprise souhaite mettre en place.
C'est un outil assez flexible. C'est ce que je disais, à chaque fois, on adopte l'outil pour les secteurs et pour produits. Ensuite, on se base sur des données bibliographiques. On fait une analyse bibliographique pour pouvoir affiner l'impact des différentes pratiques sur la biodiversité. Et on va travailler avec les écologues sur site ou voilà, les écologues en lead dans l'entreprise pour pouvoir faire ça. Voilà, donc l'idée c'est de capter les bonnes pratiques et de voir s'ils sont aussi bons que ça, c'est un peu ça, et si c'est le cas, voilà, de les valoriser. Et le fait qu'on regarde, voilà, on regarde une variété de catégories d'impact, on est sur 5 pressions et on a des pressions aussi, on a des sous-pressions pour chacune des pressions. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, nous vous remercions. Donc vous restez avec nous. Je vous propose qu'on ouvre le débat, mais après la dernière intervention, comme ça on pourra être interactif et poser des questions. Donc je vous remercie de rester avec nous à distance. Et puis donc je vais donc maintenant tout de suite passer la parole pour le dernier sujet, donc qui est bien donc le biomimétisme, donc avec Nadège Van Lierde. Nadège. Merci Christian. Ça marche cette fois-ci? Oui, ça marche. Alors cette fois-ci on a tout, je pense, et le visuel, et la voix, et le son, donc ça devrait aller. Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Donc je suis Nadège Van Lierde, je travaille donc au pôle éco-conception. Et en fait, contrairement à la plupart de mes collègues qui sont plutôt ingénieurs matériaux, ingénieurs mécaniciens, etc., moi je suis biologiste, ingénieur en écologie, et j'ai d'abord travaillé 15 ans dans les espaces naturels. Et donc j'ai vraiment travaillé, comme je dis toujours, les pieds dans les bottes. Et quand on parle d'érosion de la biodiversité, c'est quelque chose que j'ai vu sur le terrain, que j'ai compté, que j'ai mesuré, que j'ai essayé d'enrayer autant que possible par des mesures avec les acteurs sur le terrain. Donc je vois bien ce que ça veut dire de travailler avec des acteurs locaux et d'essayer de faire en sorte d'améliorer les pratiques pour éviter au maximum cette érosion de la biodiversité. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, c'est cet arbre de l'évolution. Quand on travaille sur la biodiversité, quand on travaille avec la nature, la première chose qu'on a en tête, c'est « ça dépend ». Et finalement, quand on travaille en éco-conception, on dit souvent « ça dépend ». Moi, j'avais un prof à la fac qui nous disait « Soyez fiers, la biologie, c'est une science molle. 1 + 1 = 2, mais pas toujours. Ça dépend. » Et en fait, avec cet arbre de l'évolution, on voit bien comment, depuis des milliards d'années, la vie s'est développée sur Terre. Et en fait, depuis 3,8 milliards d'années, la nature fait des essais, des erreurs. Et il y a des fois, c'est couronné de succès. Et puis des fois, les branches s'arrêtent. Et du coup, on passe à autre chose. Et au cours de cette évolution, il y a eu 5 grandes extinctions. Et on en parlait tout à l'heure. Effectivement, on est en train de provoquer la 6e. Là, on en est le facteur. Ce n'est pas une météorite. C'est vraiment nous, directement, a priori, qui sommes en train de provoquer cette 6e extinction. Peut-être pour éviter et pour garder un optimisme, l'idée, c'est aussi de se dire, depuis tout ce temps, la nature a évolué pour s'adapter. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, depuis 3,8 milliards d'années, la nature s'adapte, évolue et s'adapte au changement des conditions de vie. Et du coup, pourquoi pas s'en inspirer? Et c'est il y a des exemples très connus de biomimétisme, c'est ce que fait le biomimétisme. Alors je vous ai mis comme ça quelques visuels pour vous rappeler quelques exemples, de reprendre par exemple le bout des ailes, étudier le bout des ailes des oiseaux
des grands oiseaux en particulier, pour faire en sorte d'avoir une meilleure pénétration dans l'air et qui est utilisé au niveau de l'avionique. On a le velcro qui est bien connu aussi, et ce genre en fait d'utilisation, et je vais en reciter quelques-uns, où en fait on s'inspire vraiment de la nature pour trouver une solution. Et c'est vraiment la définition même du biomimétisme. Donc là on revient à l'étymologie même du mot. Bio, c'est la vie, biologie, c'est l'étude de la vie et du vivant, et mimésis, l'imitation. Alors c'est une définition qui est un petit peu longue à lire, mais qui est intéressante. Le biomimétisme, d'abord c'est une démarche, ce qui veut dire qu'il y a une méthode derrière. Et c'est une démarche qui vise à considérer les dispositions d'adaptation du vivant, donc c'est ce dont je vous parlais, à son environnement, comme le fruit d'une évolution par essai-erreur. Et donc, si on a cette belle adaptation, autant s'en inspirer pour innover de manière soutenable. Et en fait, le biomimétisme s'appuie sur les principes du vivant. Et en fait, cette définition et puis tout ce qui tourne autour du biomimétisme, on a un peu on peut dire l'équivalent du pôle éco-conception pour le biomimétisme, qui est le Centre européen d'excellence pour le biomimétisme de Senlis. Alors c'est 2 Senlis parce qu'ils étaient à l'origine là-bas. Nous on nous appelle de Saint-Étienne alors qu'on a un rayonnement national, mais voilà, c'est notre histoire. Et en fait, le CBIOS travaille énormément, donc évidemment c'est leur sujet, sur le biomimétisme. Ils sont comme nous-mêmes pour l'éco-conception, ils travaillent dans les groupes de travail à l'AFNOR, à l'ISO, sur la normalisation, et pour vraiment amener et standardiser aussi des définitions et des approches sur le biomimétisme. Donc c'est pour ça aussi je vous parlais des principes du vivant. On a des propriétés, des stratégies qui sont communément présentes partout dans le vivant, et l'idée c'est de s'inspirer de ces principes et de ces stratégies pour concevoir et pour avoir une conception qui soit la plus respectueuse aussi de ces principes. Donc c'est à la fois s'inspirer de ces principes, mais aussi faire en sorte d'être respectueux du vivant et des principes du vivant. Nature égale futur. Biomimétisme, le vivant comme modèle. Lorsque nous regardons des paysages naturels, lorsque nous contemplons la beauté de toutes sortes d'organismes vivants, nous ne devinons pas les avancées technologiques que ces organismes ont développées, ni leur fonctionnement en écosystème parfaitement équilibré. La démarche qui étudie le monde vivant pour mieux s'en inspirer s'appelle le biomimétisme. Dans quel but l'homme cherche-t-il à comprendre la nature aujourd'hui et pourquoi s'inspirer du vivant ? Le vivant va regrouper l'ensemble des espèces qui vivent à la surface de la planète. Et donc ça va des bactéries jusqu'à l'être humain, à l'espèce Homo sapiens. Les espèces qu'on observe aujourd'hui, elles sont le résultat de près de 4 milliards d'années d'évolution. Et ces 4 milliards d'années d'évolution, il faut prendre conscience que c'est des essais et des erreurs qui vont être sélectionnés ou non par le processus de sélection naturelle. Et en ce sens, le fait d'avoir eu 4 milliards d'années de recherche et développement font de la biologie, du vivant, un réservoir d'innovation potentielle. Pourquoi on s'inspire du vivant aujourd'hui ? Il y a actuellement une conjonction de plusieurs crises, et j'apprendrai rien à personne en citant la crise du climat, mais également la crise de la biodiversité. Et je rajouterai aussi une certaine crise sociale liée à la répartition des richesses. La conjonction de ces 3 crises-là interroge nos modes de production et de consommation, et ce qui étaient peut-être les solutions du XXe siècle sont devenus les problèmes du XXIe. Ce qui est intéressant, c'est que la nature et le vivant apportent des réponses à tous les grands défis de société d'aujourd'hui. Par exemple, le vivant a misé sur les énergies renouvelables depuis le début, et en particulier l'énergie solaire. Il y a des tas de choses effectivement qu'on ne fait pas et que le vivant fait depuis très très longtemps. Utiliser ce qui est abondant plutôt que ce qui est rare. L'économie du vivant n'est pas basée sur la rareté, parce que c'est un cul-de-sac annoncé, mais sur l'abondance. Un autre principe, c'est fabriquer à pression et à température ambiante. Le vivant excelle dans l'élaboration de matériaux qui sont des matériaux complexes, multifonctionnels, et ces propriétés de matériaux, elles vont depuis l'hydrophobie jusqu'à des propriétés optiques remarquables, de la légèreté dans leur structure, de la résistance mécanique.
Par exemple, il y a des déchets dans le vivant, mais c'est toujours une ressource pour d'autres organismes. La feuille, qui est un magnifique panneau solaire fabriqué à température et pression ambiante avec des éléments abondants, une fois qu'elle se fane, elle devient ressource qui va créer de l'humus, et donc on n'est pas dans une économie linéaire, on est dans une économie circulaire, où le déchet devient une ressource pour quelqu'un d'autre. C'est grâce aux progrès récents de la science que nous pouvons explorer la richesse du vivant et en découvrir les prouesses. La transposition de ces connaissances à nos sociétés humaines pourra-t-elle les transformer de façon durable et nous inciter à mieux préserver la biodiversité ? Imaginons par exemple qu'un concepteur se pose la question de substituer et de trouver un nouvel adhésif. La juste façon de se poser la question lorsqu'on veut faire du biomimétisme, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'il y a comme colle dans le vivant. Ça va être de se dire quelles sont les différentes stratégies d'assemblage dans le vivant. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra tomber sur d'autres stratégies que de la colle. On pourra retomber par exemple sur la façon dont un gecko peut s'accrocher sur une vitre et qui n'est pas dépendant d'une colle. C'est un système physico-chimique complètement différent. On peut citer l'entreprise Tissium qui travaille sur l'imitation de la composition de la salive des vers tubicoles qui sont en capacité de coller des petits grains de sable entre eux grâce à leur salive. Et la compréhension des mécanismes chimiques à l'intérieur de cette salive a permis de développer des colles chirurgicales innovantes. Le vivant également peut nous servir pour pouvoir concevoir, par exemple, des nouvelles villes durables qui s'inspirent de la façon dont les organismes vont échanger matière, énergie et information. Le biomimétisme, c'est forcément une approche multidisciplinaire. C'est forcément un dialogue entre la biologie au sens très large et d'autres disciplines. Aussi bien le management, la science des matériaux, la science de l'ingénierie, l'architecture. On a besoin de philosophes, on a besoin d'artistes, on a besoin de plusieurs sensibilités. Ce biomimétisme, il offre une opportunité de repenser nos systèmes de conception, de repenser le cahier des charges des différents produits et services que nous allons développer, de façon à les rendre compatibles avec la biosphère, et donc de façon à les rendre durables. On est vraiment dans une biodiversité qui nous est indispensable. On dépend d'elle, nous, espèces humaines. On dépend d'elle par des tas de façons que les scientifiques décrivent comme les services écosystémiques. Ce qu'on prélève dans la nature pour notre alimentation, nos fibres, nos médicaments, ce qui nous permet de réguler les choses, comme par exemple le climat, les forêts qui poussent, qui fixent du carbone. Donc il y a un lien énorme entre enjeu du biomimétisme et innovation, et faire en sorte qu'on ne détruise pas ce tissu du vivant dont nous sommes un motif. Le biomimétisme propose des réponses concrètes aux enjeux à la fois du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de la biodiversité. Apprendre de la nature et se réconcilier avec elle est une promesse pleine d'espoir pour une humanité consciente des changements dans lesquels elle doit s'engager. Alors, on va pouvoir continuer. J'ai tenu à vous montrer cette petite vidéo parce que ils expliquent très très bien ce qu'est le biomimétisme et le grand avantage du biomimétisme et de tout le travail qu'on peut faire avec la nature, c'est que c'est très photogénique, très visuel, ça fait de très belles images, de très belles histoires. C'est moins ardu que l'éco-conception, très honnêtement, parce que là-dessus, on n'est pas toujours avantagé. Donc, comme vous le voyez, on peut s'inspirer de la nature pour trouver des solutions pour éco-concevoir. Mais finalement, ce qu'on cherche aussi, c'est à se dire, est-ce que systématiquement, quand on s'inspire de la nature, on va effectivement avoir une meilleure performance environnementale ? Et on a toujours ce contre-exemple, alors je ne citerai pas l'entreprise parce que je ne la connais pas, mais c'est une entreprise qui s'était inspirée du lotus et de la capacité des feuilles de lotus à ne pas garder de la poussière, ce qui lui permet de ne jamais couler, en fait. Parce que comme elle ne garde pas de poussière sur sa surface, à ce moment-là, l'eau ne peut pas rester à la surface. Et du coup, la feuille de lotus reste en surface de l'eau et ne coule pas, tant qu'elle est vivante en tout cas. Et ils ont développé des revêtements type peinture pour justement en ayant, je veux dire, ces mêmes propriétés. Sauf que ces peintures-là sont pleines de solvants et de trucs qui ne sont pas trop géniaux. Et que du coup, la performance environnementale, même si on s'est inspiré de la nature, elle est à revoir. Parce que chimiquement, etc., on est tout à fait dans les 5, par rapport aux 5 piliers dont on parlait tout à l'heure. La pollution, on n'y est pas. La ressource, la gestion des ressources, on n'y est pas non plus. Enfin, il y a plein de choses à revoir. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, c'est bien de trouver des solutions qui s'inspirent de la nature, mais il faut que ces solutions
ait vraiment une meilleure performance environnementale. D'où le travail que nous faisons ensemble, le CBIOS et le pôle éco-conception, pour dire l'éco-conception, c'est une méthode qui va être garante pour s'assurer d'une meilleure performance environnementale. Et on a créé ensemble une démarche. Alors, j'ai repris le schéma. Pour ceux qui connaissent l'éco-conception, déjà, ils peuvent reconnaître la démarche d'éco-conception. L'étape A, cadrer la démarche, se poser les bonnes questions, poser les enjeux, les contraintes auxquelles sont soumis l'entreprise. Est-ce que vraiment on va trouver le bon produit pour innover, pour éco-concevoir? Quelles sont les opportunités, quelles sont les capacités à l'intérieur de l'entreprise pour éco-concevoir? On se pose toutes ces questions pour cadrer la démarche. L'étape B, c'est évaluer la performance environnementale pour savoir d'où on part. C'est la référence. Ensuite, on va rechercher des idées. Et là, je vais revenir ensuite sur le petit 8 ou gros 8 qui est dessiné. L'étape D, c'est vraiment décider. Donc, au regard de tout ce qu'on a cadré, quelles sont les stratégies d'éco-conception qu'on va pouvoir retenir pour que le produit aille vraiment sur le marché. Parce qu'un produit éco-conçu, le but d'un produit éco-conçu, c'est de remplacer un produit non éco-conçu. Donc, il faut qu'il aille sur le marché. Donc, il faut décider déjà des bonnes stratégies d'éco-conception à mettre en œuvre. Et ensuite, on va évaluer de manière comparative pour s'assurer qu'effectivement, on a amélioré la performance environnementale. Pour revendiquer d'être un produit éco-conçu, il faut avoir amélioré la performance environnementale. Et puis le dernier point, c'est communiquer. C'est le lancement du produit, c'est faire part aux partenaires des améliorations qu'on a pu mettre en œuvre, et donc toute cette partie de la communication, quel que soit le type de communication. Donc ça, c'est la démarche d'éco-conception qu'on explique régulièrement. Et en fait, en travaillant avec le CBIOS sur le biomimétisme, on s'est dit, le biomimétisme, c'est vraiment une manière de rechercher des pistes d'éco-conception. C'est de l'idéation. Alors, on les voit mal ici, si, ça va. La première étape, ça va être d'analyser le problème, donc dans ce petit 8. Alors, le premier point, je vais vous donner à chaque fois, je vais utiliser un exemple un peu fil rouge pour illustrer, parce que ce sera plus facile à comprendre. Donc, quand on analyse un problème, on se dit sur quoi on veut travailler. Par exemple, une plateforme flottante, qui a des gros flotteurs avec beaucoup de plastique, beaucoup de matière engagée pour pouvoir flotter. On se dit, ben ça, il faut revoir cette manière de flotter, ça fonctionne mal, on a des impacts sur la ressource, on a des impacts sur les matières, il faut retravailler ça. Donc du coup, on va se dire, ben, l'analyse du problème, c'est comme l'exemple que prenait Kalina tout à l'heure sur la colle. On ne cherche pas seulement à flotter, mais on cherche à être stable sur l'eau. Donc ça, c'est aussi une manière de s'abstraire, et ça c'est le deuxième point, de revenir à une abstraction du problème pour regarder les choses un peu plus haut et se dire, ben, on ne veut pas juste flotter, on veut être stable sur l'eau. Et à ce moment-là, on va regarder, c'est l'étape suivante, dans les modèles biologiques, qu'est-ce que ça veut dire être stable sur l'eau ? Et à ce moment-là, on va regarder toutes les potentialités. Alors, être stable, ça veut dire, bah, prenez l'exemple de la feuille de lotus, ou d'une feuille de nénuphar d'ailleurs, qui est à une grande surface sur l'eau et qui est stable sur l'eau. Des fois, sur les grandes feuilles, on peut voir des oiseaux marcher dessus, donc c'est quand même une certaine stabilité. On peut avoir un géris qui va avoir toutes ses pattes. Alors, il me faudrait un 6e doigt pour avoir toutes les pattes du géris, mais qui lui permet, en se posant comme ça, d'être stable sur l'eau. On va avoir d'autres moyens de flotter qui va être entre deux eaux, de flotter entre deux eaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Là aussi, il faut définir dans le problème. Est-ce qu'on veut être stable sur l'eau ou est-ce qu'on veut flotter entre deux eaux? Et donc, du coup, on peut regarder ces différents modèles biologiques jusqu'à préciser, donc aller sur une sélection des modèles pour se dire, c'est celui-ci qu'il nous faut, qu'on va retenir, qui semble être le plus pertinent, pour vraiment être en capacité de concevoir en s'inspirant d'un modèle biologique. Et ensuite, il va falloir justement faire le travail inverse, de s'abstraire un peu, de remonter dans ce modèle biologique pour lui-même le transcrire d'un point de vue purement technologique, pour ensuite en faire une solution technique, technologique, qu'on va pouvoir utiliser. Donc en fait, c'est ce modèle en 8 qu'on va utiliser, qui est des réflexions pour l'idéation. Mais par contre, ça veut dire que
quand on réfléchit biomimétisme, ça va aussi influer sur les autres étapes de la démarche d'éco-conception. La première, c'est justement dans le cadrage de la démarche. Ça a été expliqué et on le redit toujours, l'éco-conception c'est pluridisciplinaire, mais alors biomimétisme encore plus. Parce que là on passe de problèmes très techniques, technologiques, à de la biologie. Donc là il faut aller voir des biologistes, des spécialistes, des naturalistes, etc., des chercheurs qui vont être en capacité d'analyser le vivant et de pouvoir amener des solutions sur le vivant. Donc, dès le départ, quand on cadre la démarche, il faut réfléchir à ça et se dire, est-ce que je suis en capacité, moi, entreprise qui veut faire du biomimétisme, d'aller chercher d'autres acteurs pour pouvoir travailler dans le biomimétisme. Et puis, ça rejoint un peu à ce qui a été présenté juste avant par Magdalena. Quand on fait une évaluation environnementale, on utilise l'ACV, l'analyse de cycle de vie, en éco-conception, qui est basée sur des critères environnementaux et des mécanismes, des outils, on va dire, qui sont plutôt tournés vers l'industriel. Là, on s'adresse au vivant. Et c'est toute la problématique aussi qu'on a avec l'agriculture, c'est que dès qu'on travaille sur le vivant, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je donne un exemple qu'elle a donné d'ailleurs tout à l'heure sur l'agriculture. Dans une usine, plus on intensifie l'utilisation de l'énergie, mieux c'est. Par contre, en agriculture, plus on intensifie l'utilisation d'un sol, moins c'est bon. On est plutôt sur de l'extensif pour respecter le sol. Donc du coup, on va un peu dans l'autre sens de ce qui est traditionnel dans l'industrie. Et les outils qu'on peut utiliser via l'ACV ne sont pas tout à fait pertinents toujours quand on s'adresse au vivant et quand on traite du sujet du vivant. Donc du coup, l'idée c'est de dire, dans cette évaluation environnementale, il faudra rajouter, comme elle l'a expliqué, des indicateurs qui vont être spécifiques au vivant et donc spécifiques aussi au secteur, aux produits, à ce qui a été recherché. Et puis le dernier point, c'est dans la communication, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le biomimétisme, on s'adresse au vivant, on travaille avec le vivant, donc on peut raconter des belles histoires, c'est facile de se laisser embarquer et d'aller peut-être un peu trop dans des histoires très belles, mais qui vont tendre vers du greenwashing, ce qui est dommage parce qu'il y a une vraie réflexion à la base de recherche de la performance environnementale. Donc il faut faire attention quand on communique, de respecter certains principes qui sont cadrés par l'ISO. L'ISO travaille sur beaucoup de choses, et en particulier aussi sur la communication environnementale. On a des principes là-dessus qui permettent de vérifier qu'on va communiquer de manière pertinente, exacte, vérifiable et non trompeuse sur notre démarche, notre produit, qui lui-même a suivi cette démarche d'éco-conception biomimétique. Donc voilà pour faire un petit tour d'horizon. On est en train de travailler vraiment sur ce... c'est un travail qui est en cours en fait, cette éco-conception biomimétique. On est en train de rédiger un guide le plus simple possible, mais en même temps qui explique le mieux possible aux entreprises qui veulent se lancer dans ce sujet, et pas forcément que des grosses entreprises comme L'Oréal qui ont effectivement des gros secteurs R&D. Nous, le pôle, on travaille beaucoup d'abord avec les PME, et donc c'est elles aussi qu'il faut embarquer dans ces sujets-là qui constituent le réseau de nos industriels et de nos entreprises, et qu'il faut embarquer là-dedans. Donc c'est aussi à nous à leur expliquer et les aider pour qu'elles puissent réaliser ce genre d'innovation, parce que là on est vraiment sur de l'innovation tout au long du cycle de vie, bien entendu, c'est à la base de l'éco-conception, mais en plus dans la démarche par le biomimétisme et s'inspirer du vivant pour avancer dans l'idéation. Alors, juste, je voulais vous donner 2-3 petites ressources là-dessus. Nous, on a sorti un éco-concept sur le biomimétisme qui permet d'expliquer en quelques pages en fait, ce qu'est le biomimétisme et donner des exemples. Le CBIOS aussi avait écrit un guide à destination des entreprises sur le biomimétisme pour montrer en fait quelles questions il faut se poser quand on veut se lancer dans une démarche de biomimétisme. Et puis donc il y a cet ouvrage qu'on va sortir certainement avant la fin 2022. Là on est en train
on est sur les dernières retouches, donc avec ce fameux schéma que je vous ai montré, et une explication, et aller plus loin. Alors je ne vais pas tout vous expliquer, mais aller plus loin aussi sur les principes du vivant et voir à quel moment ils interviennent dans les étapes du cycle de vie, pour rapprocher ça des étapes du cycle de vie d'un produit, pour être le plus opérationnel possible, parce que c'est le but. Quand on est une entreprise, on veut être dans l'opérationnel, c'est à nous d'apporter les méthodologies à ce niveau-là. Voilà les points que je voulais aborder. Merci Nadège. Donc pour conclure, donc on va ouvrir la discussion. Il y a vraiment une frontière entre le vivant et le non-vivant. C'est vrai que sur les cycles de vie et les approches traditionnelles plutôt du monde industriel, on a invoqué le fait que l'économie circulaire était d'une certaine façon une façon de biomimétisme, hein, d'utiliser les cycles et d'être dans une approche de cycle. Mais ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a un certain nombre de questions. Alors je donne quelques exemples que j'ai rencontrés dans ma vie. Notamment, on avait des produits organochlorés extrêmement superbes pour faire des transformateurs. Et là, je parle à Enedis, hein, donc avec du pyralène, hein, enfin des polychlorobiphényles qui avaient l'avantage d'être très stable dans le temps, mais ça a été évidemment le grand problème, c'est qu'ils se concentraient dans les chaînes alimentaires et sont des perturbateurs endocriniens. Et donc il y a vraiment augmenter la durée de vie, ça n'est pas toujours, dès qu'il y a une interface avec le vivant, au contraire, dans le vivant il faut recycler. Il y a un autre exemple, c'est celui du plastique aussi, hein, qui est un miracle de produits qui se dégradent pas, etc. Et oui, justement, il ne se dégrade pas, et c'est un énorme problème quand il est dans l'environnement. Donc cette frontière entre le vivant et le non-vivant qui est aussi le problème. Pour en donner encore un dernier exemple, hein, y a une idée fantastique en termes d'efficacité énergétique, c'est de nourrir les vaches avec de la farine animale, hein, parce qu'on a une efficacité par rapport aux protéines et par rapport à l'énergie très grande. On a vu ce qu'il en était arrivé avec donc donc les problématiques de prions, etc. Donc le vivant a ses propres objectifs, ses propres outils d'évaluation, et donc il y a un monde du vivant, et donc l'interface avec l'éco-conception doit être et donc la conception dans le monde industriel, comment dirais-je, le schéma de la fondation MacArthur là, qui fait les deux boucles, le papillon, hein, avec le vivant d'un côté et le non-vivant de l'autre, à ses limites, mais au moins il montre bien qu'il y a une frontière et que les concepts, les approches ne sont pas les mêmes de part et d'autre, et que c'est quand on passe de l'un à l'autre que les choses sont difficiles. Donc on a un objet complexe. Alors j'espère qu'on a éclairé pour les entreprises qui sont présentes les moyens d'approche, mais évidemment le vivant c'est pas la tonne de carbone, hein, et donc on a nécessité de mettre en place des outils d'évaluation, de compréhension, d'intelligence qui vont plus loin que la tonne de carbone et son prix qui finalement pour certains réglerait tous les problèmes. Donc on a vraiment à aborder cette question-là. Alors maintenant on va ouvrir le débat, on a encore un quart d'heure par rapport à ce qu'on s'était donné. Qui souhaite dans la salle ou à distance poser une question? Y a-t-il déjà une question dans la salle ou des échanges entre les intervenants à la tribune? Qui souhaite lancer la discussion? Oui, il y a une question derrière. Est-ce que vous pouvez passer un micro à l'arrière? Merci. Je vous demande de vous présenter. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, moi je vous connais. Mais... Marc Bonneville, donc vice-président du Conseil de développement. Voilà, je voudrais remercier les intervenants parce que j'ai beaucoup appris sur la biodiversité. J'ai beaucoup appris, j'ai mangé beaucoup de sigles également, d'acronymes, d'anglo-saxons, tout ça, etc. Je crois que c'est une espèce de maladie endémique. Ça y est, on m'appelle, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai beaucoup appris et j'avais quand même une petite question sur le sujet des entreprises. La question que je me pose, c'est que vous avez expliqué quelles étaient les raisons pour lesquelles les entreprises s'engageraient dans une démarche qui prennent en considération donc la biodiversité. Et vous avez dit effectivement que, en gros, il y a des démarches qui sont vertueuses.
par exemple, des salariés qui travaillent dans l'entreprise, ils sont plus confortables, effectivement, lorsqu'ils travaillent, comme tu l'as dit, donc Augustin, avec des préoccupations qui sont vertueuses, etc. L'entreprise aussi a une question d'image et d'imagerie à mettre en avant, à défendre, qui peut être aussi profitable. Il y a une chose qui me manque un petit peu, c'est l'économie. Dans vos approches, je n'ai pas vu beaucoup de paramètres de l'économie. La question, c'est qu'une entreprise, quand elle travaille, quel est l'avantage, du point de vue économique, un avantage comparatif, à s'engager dans une démarche de biodiversité, du point de vue économique? Ça a un coût, ça a aussi donc une rentabilité. Est-ce que là-dessus, parmi tous les indicateurs que vous avez donnés, il y en avait quand même une palanquée, est-ce qu'il y en a des indicateurs un peu plus pertinents, un peu plus, disons, précis sur la question, effectivement, de quel bénéfice une entreprise peut avoir quand c'est une PME en particulier? Je ne parle pas de L'Oréal ou des grands groupes pour lesquels c'est autre chose, mais quand on est dans un contexte local, quelle peut être effectivement l'équation coût-avantage qu'on peut avoir à prendre en considération de la biodiversité? Là, vous avez énoncé beaucoup d'indicateurs là-dessus, donc ça serait intéressant que vous développiez les indicateurs économiques pour les entreprises. Oui, donc par rapport à cette question du coup de l'évaluation économique, alors c'est vrai que j'ai cité de manière assez synthétique les risques-opportunités. Peut-être que j'ai pas insisté sur la dimension accès à de nouveaux marchés et perte de part de marché, hein, qui peut se traduire de manière économique, enfin de manière assez forte, hein. Par exemple, un des leaders du marché de la pâte à tartiner qui a complètement perdu son avantage sur le marché du fait de la non prise en compte des enjeux de déforestation liés à l'huile de palme. Donc ça peut se matérialiser de manière très concrète d'un point de vue économique. Après, c'est vrai qu'on n'a pas de logique de logique systématique sur cette évaluation économique. Par contre, donc il y a à l'échelle française une démarche qui s'appelle l'évaluation économique des services écosystémiques. Donc l'idée là, c'est de pouvoir finalement évaluer d'un point de vue économique ce qu'apportent les services écosystémiques, donc qui permettent d'avoir des données un petit peu génériques. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire combien, en termes de coûts évités, nous apporte le service rendu par les pollinisateurs, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de le relier directement à l'entreprise, même s'il y a des démarches, enfin de le relier, directement à la comptabilité de l'entreprise. Alors il y a des démarches qui se développent quand même, qu'on appelle la comptabilité écologique, du coup, qui vise à justement intégrer cette notion de capital naturel dans la gestion des capitaux et d'intégrer cette dimension-là dans les systèmes comptables. On est encore à des volets de développement et d'expérimentation sur ces sujets-là. Mais si on parle de solutions fondées sur la nature, par exemple, là, on va pouvoir trouver des études qui mettent en avant de manière assez concrète des coûts évités. Par exemple, on va dire... alors tout à l'heure... on parlait par exemple de la gestion des crues. On va pouvoir identifier le coût que va représenter finalement le fait de réaménager les berges, revégétaliser les berges plutôt que de construire une digue en béton plus haute. On va pouvoir là avoir des analyses, des approches comme ça de peut-être c'est un investissement plus coûteux au démarrage, mais finalement dans son entretien, l'infrastructure verte va souvent être moins coûteuse sur le long terme que l'infrastructure grise qui va nécessiter assez régulièrement du coup une maintenance, des réparations, là où si on met en place un écosystème fonctionnel, finalement il pourra après être autonome. Alors là je donne des exemples, ça répond peut-être pas tout à fait à la demande d'avoir un indicateur très précis d'analyse de coûts, mais voilà, il y a quand même des pistes et aujourd'hui ça devient de plus en plus quand même matériel, je trouve, d'un point de vue économique. En tout cas, on peut avoir des analyses comparatives entre solutions vertes, entre guillemets, et solutions grises. Voilà. Je sais pas si ça répond peut-être. C'est vrai que c'est difficile dès lors qu'il n'y a pas de marché. Alors je rebondis quand même et pour aller sur l'aspect élagage. Nous élaguons
il faut passer tous les 4 ans. Et bientôt, c'est de plus en plus, parce qu'avec le réchauffement climatique, alors il y a moins d'eau, mais il fait plus chaud, donc ça pousse plus vite. Rien que dans la Loire, on dépense 1 million d'euros pour l'élagage. Donc l'idée, c'est de se dire, pour 1 kilomètre de ligne qu'on va transformer en pâturage ou en zone arbustive, on n'aura plus à revenir pour l'élagage. Donc on aura des coûts évités, très concrètement. Après, c'est vrai que c'est plutôt vu comme une menace, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir recruter, ou alors je ne vais pas pouvoir me financer. D'où les batteries, et puis avec de notation, les agences de notation sur les marchés financiers se sont emparées complètement du sujet. On disait, je pense que le groupe Casino, qui a à ce point de vue-là, comme société cotée, publie toute une série d'indicateurs pour montrer finalement qu'ils répondent à des critères type finance verte, on va dire, donc des financements plus avantageux. Mais c'est vrai que ce n'est pas simple d'avoir une approche globale qui valorise cet aspect-là, et d'où les réflexions et qui va faire le lien entre les territoires et les entreprises. Je me faisais 3 réflexions. Analyse du cycle de vie, finalement, c'est un moyen de donner du sens, puisque pour un sujet qui a été longtemps, qui pose parfois encore même question, passer au véhicule électrique. Très bien, mais quid des batteries, de l'extraction, tout le cycle de vie. Idem pour le renouvelable. Les panneaux photovoltaïques, fabriqués pour la plupart en Chine, avec finalement des indices CO2 extrêmement coûteux, importants. L'éolien, c'est pareil. Donc, quelle analyse finalement? Quel sens il y a derrière tout ça? Comment ça se partage? C'est le deuxième point. Finalement, c'est les parties prenantes. Comment on partage le sens et la finalité. On voit se développer des transactions finalement entre un distributeur et ses producteurs, et des alliances finalement, des partenariats. Vous produisez, on va dire, bio selon certains standards, et moi je vais vous assurer un marché. Là aussi, je regarde Casino, parce que vous avez cette approche-là. On a un marché dans la durée qui est gagnant-gagnant, finalement. Mais ça marche dans une relation contractuelle, là encore. Alors, à la maille, quand on regarde en termes de régulation globale, je me tourne vers la représentante un peu de l'État, finalement, on a 2 approches. Là, l'incitation ou la coercition, enfin l'aspect réglementaire, qui marche de façon globale et uniforme, avec une égalité de traitement. Alors que l'intérêt de travailler à la maille d'un territoire, et je fais un peu le pendant, alors je vais peut-être un peu au-delà de ce qui existe actuellement, mais c'est au sein d'un territoire engagé pour la nature, comme notre métropole stéphanoise, et des entreprises qui voudraient s'engager pour la nature. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, finalement, de rentrer dans une forme de transaction? Et c'était un sujet que Marc Bonneville avait évoqué, et je rebondis, de transaction, en disant, moi, comme un agriculteur, par exemple, je vais utiliser moins de produits phytosanitaires, mais ma production va être moindre. En revanche, si je fais du maraîchage, je vais trouver auprès de l'entreprise voisine qui serait prête peut-être à permettre à son personnel de s'approvisionner dans de bonnes conditions, assurer à l'agriculteur un débouché de qualité pour finalement le personnel. Alors ça, c'est un exemple qui est très inspirant, qui est dans la Loire. Alors c'est à l'échelle d'une entreprise, c'est la Fabricaté. C'est un négociant en thé et différentes tisanes qui a choisi d'internaliser sa production à hauteur d'au moins 20%, localement, c'est dans le nord de la Loire, jusqu'à planter du thé. Alors j'espère que ce ne sera pas une espèce invasive et qui dégradera mais je ne pense pas, normalement c'est un genre de camélia. Et comme ils ont besoin pendant certaines périodes de l'année d'ouvriers, enfin de jardiniers finalement, ils les gardent toute l'année, et ils ont des serres dans lesquelles ils produisent des produits maraîchers qui vont bénéficier aux salariés toutes les semaines. Selon la composition familiale, on part avec un panier finalement de légumes et de fruits. Donc là, on a une forme, alors là c'est internalisé, mais à la maille d'un territoire, on a une espèce d'approche qui va intégrer cet aspect économique, limiter les flux commerciaux, internaliser une production localement de manière très respectueuse
avec des abeilles. Là, alors, ce n'est pas sur le toit de l'entreprise, mais c'est bien à proximité pour bien polliniser. Donc voilà, des exemples qui pourraient être développés finalement à l'échelle d'un territoire sur la base du volontariat, mais il faut évidemment, pour répondre à ça, il y a une contrainte économique qui est indépassable. On sait que c'est bien le nerf de la guerre. Merci. Nadège. Alors, je rebondis d'abord sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, la coopération, puisque c'est ce dont on parle, ça, c'est typiquement inspiré du vivant. C'est le fondement, je dirais, un des fondements du vivant, des relations entre les espèces vivantes, intra-espèces et inter-espèces, donc entre les espèces elles-mêmes, ainsi qu'à l'intérieur d'une même espèce. La coopération, bien plus que la compétition, est une relation très très forte. Donc effectivement, ça, on s'inspire clairement du vivant et c'est très très bénéfique. D'un point de vue éco-conception, quand je parlais tout à l'heure de la démarche d'éco-conception comme garde-fou et comme garant d'une amélioration de la performance environnementale, c'est aussi le fait que dans la démarche d'éco-conception, dès cette étape de cadrage, on veut comprendre le contexte, les contraintes de l'entreprise pour que la démarche d'éco-conception soit une réussite. Pour qu'elle soit une réussite, il faut que le produit qu'on veut éco-concevoir aille sur le marché et remplace un produit non éco-conçu. L'idée, c'est pas de faire un produit super vert qui reste sur une étagère. On peut peut-être le faire un peu moins vert, mais par contre, on est sûr qu'il va rencontrer sa clientèle et qu'il va aller sur le marché. Et là, forcément, il y a des indicateurs économiques, il y a ces aspects-là qui sont pris en compte dans la démarche et dans toute la réflexion et tout au long de la réflexion. Peut-être sur la dimension économique, on a des distributeurs de renom dans la salle, côté casino, et peut-être vous avez une vision sur cette question à la fois de création de valeur, peut-être même sur les pâtes à tartiner, puisque vous aviez été bien impliqué sur cette question-là. Oui, Gilbert, tu peux te présenter. Oui, pardon. Gilbert Delay, donc je m'occupe des projets transverses RSE pour le compte de Casino et je suis avec ma collègue qui s'occupe de la RSE pour le groupe. Donc, simplement, sur l'aspect économique, je ne vais pas parler de la grande entreprise, parce que, enfin, de Casino, car bien entendu, tu en as parlé tout à l'heure, il y a tout l'aspect des reporting, tout l'aspect de l'accès aux marchés financiers, etc., qui sont pour nous maintenant une obligation, j'allais dire. Donc, la grande entreprise n'est pas tout à fait dans le même système que les PME avec lesquelles nous travaillons. Mais il y a quand même un aspect non négligeable pour celles-ci, pour toutes celles qui travaillent, c'est que si nous sommes jugés sur notre politique RSE, nous ne sommes pas jugés uniquement, nous, en tant que Casino, mais l'ensemble de nos partenaires. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'on nous juge par les analystes RSE, on regarde quel est notre fonctionnement avec nos fournisseurs, avec nos clients, donc avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et si je prends les fournisseurs, bien entendu, si nous avons, nous, des politiques RSE, on entraîne obligatoirement nos fournisseurs et nos PME dans cette politique, puisque toutes les contraintes qu'on va obligatoirement nous donner, ou toutes les innovations que nous allons pouvoir mettre en place, eh bien, d'une certaine manière, les fournisseurs vont être obligés de suivre, voire, s'ils sont très innovants, de nous aussi proposer des innovations dans tous les domaines. Donc, en fait, on entraîne complètement toute la chaîne de parties prenantes qui est autour de nous. Et donc, sur le plan économique, pour aussi toutes ces entreprises, si elles veulent travailler avec nous, et donc on parlait de marché et de part de marché, en fait, il faut qu'ils répondent aussi à un certain nombre de critères, et de plus en plus de critères, parce que les exigences sont de plus en plus importantes, qu'elles soient légales, j'allais dire, mais ça, répondre aux exigences légales, c'est pas faire de la RSE. La RSE, c'est quand on va au-delà des exigences légales, et maintenant, j'allais dire très, très clairement, on est en permanence en innovation dans tous les domaines. Je ne vais pas citer la liste des dernières innovations que nous avons faites, mais en permanence, nous sommes dans cette innovation. Et la prise en compte de la biodiversité
qui n'était pas obligatoirement une priorité il y a quelques années, est maintenant totalement intégrée. Et d'ailleurs, dans notre charte qui a été faite il y a maintenant une dizaine d'années, la biodiversité faisait partie, bien sûr, des éléments de la charte de RSE du groupe. Et donc, ça veut dire que nous prenons en compte maintenant ces aspects-là. Pas encore tout à fait sur ce dernier aspect qui est de comparer la nature, en fait, et de trouver ça, parce que ça, c'est encore très nouveau. Il y a encore besoin d'outils, de méthodes, etc. Mais bien sûr, on s'y intéresse fortement. Très bien, merci. Je crois que nous arrivons, à moins qu'il y ait encore un dernier point, donc nous arrivons je dirais, au terme de cet atelier. 30 secondes. Étienne. 30 secondes. En vous écoutant tous, pour le moment, ça me fait penser à une activité dont je me suis occupé pendant très longtemps. C'est le commerce équitable, qui est... Bon, on ne va pas rentrer dans le détail du commerce équitable, mais qui me fait écho à plein de critères que vous avez vus, hein, sur le plan du produit, sur la conception du produit, la pâte à tartiner en particulier. Et ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a quand même un gros handicap ou une grande butée. C'est que le client qui vient acheter du produit du commerce équitable, il est convaincu de tous les arguments que vous avez développés, plus d'autres sur le plan éthique, mais ça limite quand même le champ de la clientèle. Parce que je ne veux pas aller trop loin, parce qu'on ne va pas faire un débat sur le commerce équitable. C'est un peu vrai aussi sur le bio, de moins en moins. C'est un peu vrai sur tout ce qu'on évoque. Avant de venir, moi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai passé du temps parce qu'on a tendu des haies sur la commune en rappelant aux officiels qu'il y a des dates pour tondre les haies par rapport à la biodiversité, Voilà. Je ne vais pas plus loin, mais ce que je voulais dire, c'est que je suis très emballé par le temps que j'ai passé avec vous. Il y a des points sur lesquels il faudra que je me renseigne quand même sur le plan technique. Hein. Je n'ai pas tout... Mais ceci mis à part, comment on fait pour que ça passe dans le plus grand nombre dans la conscience collective, si je puis dire. Très bien, merci. C'est une... Peut-être... Non, c'est bon? Oui, allez-y. Oui, allez-y, une minute. Non, mais j'ai abondé dans votre sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de passage à l'échelle sur ces questions-là. C'est vrai que là, on peut dire que les entreprises, quand même, se saisissent de plus en plus du sujet du climat. Malgré tout, on n'arrive pas à le résoudre. Aujourd'hui, les entreprises commencent en tout cas à chercher à se positionner sur ce sujet de la biodiversité. On n'est pas encore au passage à l'échelle. En tout cas, on montre qu'il y a des choses qui se font. On essaye au maximum de partager des retours d'expérience. Dans les retours d'expérience, on a aussi des fois des retours sur les coûts, parce que c'est important, même si on ne peut pas systématiser, c'est important de pouvoir voir quand il y a un avantage. Et cette histoire, comment dire, ce sujet des pertes de parts de marché, en l'occurrence, là, c'était, je crois, 23 ou 24%, ça peut devenir tout de suite très rationnel d'un point de vue économique. Et on l'a vu aussi avec la crise sanitaire, on n'a pas là parlé des enjeux santé-biodiversité, mais qui sont très très fortement liés. On peut voir l'impact que ça peut avoir. Aujourd'hui, là, on le voit sur les ressources. Demain, on imagine que du coup, l'érosion de la biodiversité va entraîner de plus en plus de pénurie de ressources, qui va entraîner du coup une hausse des prix liés à ces matières premières-là, etc. Donc on peut tout à fait quand même imaginer les scénarios catastrophes et les conséquences que ça peut avoir en termes de potentielle crise économique. Après, nous, on essaye d'être plutôt sur les volets aussi incitatifs, d'attirer les entreprises à aller là, parce que, comme on le disait, c'est 4 milliards d'années de R&D. Enfin, je veux dire, je ne sais pas qui pourrait se payer ça, mais en tout cas, ça coûterait très, très cher à mon avis. Et donc allons-y aussi, parce qu'on est aussi le vivant, quoi, finalement. Donc, voilà. Je m'arrêterai. Très bien, merci pour ce mot de la fin. Donc nous allons clore cet atelier. Donc je pense qu'on a pu éclairer la complexité, peut-être pas de ce thème de la biodiversité pour les entreprises, montrer la hauteur des enjeux. Les outils ne sont pas toujours faciles d'accès, donc il y a tout un travail effectivement à la fois de sensibilisation du consommateur et dans le changement des modes de consommation et de production, mais aussi du côté de la production et des entreprises. Donc il y a vraiment un grand enjeu. Le pôle éco-conception va, je dirais, s'engager plus sur cette question-là et élaborer les partenariats nécessaires pour effectivement, dans la panoplie d'accompagnement des entreprises où elles doivent considérer l'ensemble de leurs impacts, d'avoir vraiment le levier biodiversité aussi dans cette approche intégrée qui est, je dirais, encore
à construire de façon opérationnelle. Donc nous sommes ouverts à tout partenariat et toute expérimentation avec les entreprises, avec les acteurs, en établissant les partenariats qui vont bien pour développer les approches, les outils, les méthodes pour adresser cette question. Merci de votre attention. Donc nous allons clore cet atelier et donc couper la partie à distance. Merci à ceux qui ont participé à distance et ceux qui réécouteront, puisque évidemment ce sera en ligne et le pôle continuera à diffuser cet atelier au fur et à mesure du temps. Donc nous pouvons clore la partie en ligne.